Grand 2, solubilité apparente, influence de différents paramètres sur la précipitation. Petit 1, solubilité apparente et déplacement d'équilibre. La solubilité d'un solide est définie a priori pour la dissolution du solide dans 1 litre d'eau pure, sans considérer que d'autres réactifs ou d'autres réactions interviennent. Toutefois, cela peut intervenir. On parle dans ce cas de solubilité apparente. Pour prévoir l'influence de ces perturbations par rapport au cas idéal, on peut utiliser une méthode qualitative permettant de prévoir le sens de déplacement d'équilibre en regardant l'influence de la perturbation sur le quotient réactionnel QR. Je vais illustrer cette méthode avec l'exemple de l'équilibre de dissolution du sel AgCl qui se dissout en Ag+, plus Cl-. Considérons dans cette méthode l'équilibre comme établi dans l'eau pure avant la perturbation. Lorsqu'il est établi, on a donc QR égale K standard égale concentration en Ag+, fois concentration en Cl-. Si une perturbation a lieu et que cette perturbation ajoute des ions Ag+, par exemple. Bon, sachant qu'on peut faire le même raisonnement en disant qu'on ajoute des ions Cl-. Mais prenons pour cet exemple-là une perturbation qui ajoute des ions Ag+. Quand Ag+ augmente, ça veut dire que QR augmente, alors que K standard, qui est une constante d'équilibre, est inchangé. Autrement dit, si on était à l'équilibre avant la perturbation et que QR était égal à K standard, après la perturbation, QR va devenir plus grand que K standard. Le système ne sera donc plus à l'équilibre et il va évoluer spontanément après la perturbation, pour revenir à un état d'équilibre où QR sera à nouveau égal à K standard. Autrement dit, l'évolution spontanée du système va se faire dans le sens qui fait diminuer QR, donc qui fait diminuer la valeur de concentration en Ag+, fois concentration en Cl-, en faisant une réaction chimique. La réaction chimique qui permet de diminuer ces deux concentrations, c'est la réaction dans le sens indirect de la dissolution, autrement dit dans le sens de la précipitation du solide, où on consomme des ions Ag+, et Cl- pour former AgCl. Cela signifie donc que si on fait une perturbation qui ajoute des ions Ag+, alors spontanément on va observer la formation de AgCl avec consommation d'Ag+, et Cl-. Autrement dit, comme on précipite davantage de solide, ça veut dire que le solide devient moins soluble en solution si on ajoute des ions Ag+. Voilà le raisonnement qu'on peut faire pour prouver qu'une perturbation qui ajoute des ions Ag+, va provoquer la diminution de la solubilité du solide. On peut faire le raisonnement similaire pour une perturbation qui consommerait des ions Ag+. Imaginons que la concentration en Ag+, diminue suite à une perturbation. Alors QR va diminuer, alors que K standard est inchangé, donc QR sera inférieur à K standard. Comme QR est inférieur à K standard, après la perturbation, on n'est pas à l'équilibre, et il va se passer une réaction spontanée qui va essayer de ramener le système à l'équilibre, c'est-à-dire tel que QR va à nouveau être égal à K standard, autrement dit, évolution spontanée dans le sens qui fait augmenter QR. Pour faire augmenter QR, il faut faire augmenter les concentrations en Ag+, et en Cl-, et donc il faut aller dans le sens direct de la dissolution du solide. On peut donc prévoir que, si une perturbation consomme des ions Ag+, alors cette perturbation va augmenter la solubilité du solide, puisque davantage de solide va se dissoudre spontanément. Ce type de raisonnement, qu'on appelle la méthode de déplacement d'équilibre, il est très utile pour prévoir qualitativement ce qui va se produire lors d'une perturbation. On peut retenir comme règle générale qualitative que si une perturbation augmente la concentration des ions constitutifs d'un solide, alors elle provoquera un déplacement d'équilibre dans le sens qui va s'opposer à cette perturbation en les consommant, autrement dit qui va diminuer la solubilité du solide. Si par contre une perturbation diminue la concentration des ions constitutifs d'un solide, alors elle provoquera un déplacement d'équilibre qui va s'opposer à la perturbation en formant des ions, et donc elle augmentera la solubilité du solide. On peut retenir ce résultat, mais le plus important, c'est surtout de savoir le redémontrer, parce que c'est ce qui sera attendu dans les épreuves, donc le redémontrer en regardant l'influence de la perturbation sur le quotient réactionnel QR pour prévoir le sens du déplacement d'équilibre. Maintenant qu'on a vu cette règle qualitative très générale, on va voir différents cas où on n'est pas dans une solubilité dans un solvant pur, mais dans une solubilité apparente, et on va voir que cette règle fonctionne bien pour prévoir les choses de façon qualitative,
mais qu'on peut aussi y associer des raisonnements quantitatifs pour calculer la solubilité apparente. Petit 2, effet d'ion commun. Lorsqu'un ion est commun à plusieurs espèces dissoutes dans la même solution, on parle d'effet d'ion commun. Exemple, on a calculé précédemment, en page 4, la solubilité de HgCl dans l'eau pure à 25 degrés. On avait un pKs de HgCl qui valait 9,7 et on avait trouvé que la solubilité était égale à racine de Ks était égale à 1,4 10 puissance moins 5 mol par litre. La question est, que devient la solubilité apparente, qu'on va noter ici S', de HgCl, non pas dans l'eau pure, mais dans une solution de chlorure de sodium, NaCl, à la concentration de 0,1 mol par litre. On considérera ici que NaCl est infiniment soluble. On voit ici qu'il y a un ion commun, c'est l'ion Cl-, puisqu'on essaye de dissoudre HgCl, qui peut donner Ag+, plus Cl-, dans une solution de NaCl, c'est-à-dire qui contient déjà des ions Na+, et Cl-. On peut commencer par répondre qualitativement par la méthode du déplacement d'équilibre. Donc c'est la méthode qu'on a développée juste avant. En gros, elle permet de dire est-ce que la solubilité apparente S' sera plus grande ou plus petite que la solubilité dans l'eau pure, en considérant que le fait d'être dans une solution de chlorure de sodium par rapport à une solution d'eau pure, c'est une perturbation. Ça va vous donner l'occasion de revenir sur la méthode qu'on vient d'expliquer précédemment et de l'appliquer par vous-même. Selon cette méthode, est-ce que vous arrivez à prévoir si S' sera plus grand ou plus petit que S? Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Si on considère l'équilibre de dissolution HgCl d'un Ag+, plus Cl-, à l'équilibre on a QR égale Ag+, fois Cl- égale Ks. Lorsqu'on dissout HgCl dans une solution de NaCl plutôt que dans l'eau pure, cela revient à faire une perturbation qui augmente la concentration en Cl-. Si Cl- augmente, ça veut dire que QR augmente alors que K standard, qui est ici Ks, est constante. Autrement dit, QR va devenir supérieur à K standard. On aura donc une évolution dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens de la précipitation. On peut donc déjà prévoir qualitativement que S', la solubilité apparente dans la solution de chlorure de sodium, sera inférieure à S, la solubilité dans l'eau pure. Maintenant qu'on a vu comment déterminer qualitativement S', on va voir comment le déterminer quantitativement. Ici, la méthode à utiliser, c'est la même que celle qu'on avait vue pour calculer la solubilité S à la page 4. Si vous avez oublié, vous pouvez vous y référer. Ça correspond à dire qu'on imagine une expérience où on dissout dans 1 litre de solution le solide et on écrit ensuite le tableau d'avancement avec l'équilibre de solubilité pour trouver l'avancement à l'équilibre. Sauf que la différence par rapport à ce qu'on avait fait en page 4, c'est que cette fois, on ne va pas dissoudre le solide dans 1 litre d'eau pure, mais on va dissoudre le solide dans 1 litre de solution de NaCl. Donc l'état initial va changer, puisqu'il y aura des ions Cl- présents à l'état initial. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Selon la méthode, donc, on imagine une expérience de dissolution de HgCl dans 1 litre de solution de NaCl jusqu'à obtention de la saturation. On écrit le tableau d'avancement avec la dissolution de HgCl, sauf que cette fois, attention, dans l'état initial, il n'y a pas d'Ag+, mais il y a 0,1 mol par litre de Cl-, puisque c'est justement ça la nouveauté ici avec l'effet d'ion commun. À l'état final, on a donc l'avancement Xec pour la concentration en Ag+, et 0,1 plus Xec pour la concentration en Cl- à l'équilibre. Comme on a choisi de dissoudre le composé dans 1 litre de solution, par définition, on aura S' qui sera égal à Xec ici. Et donc, il n'y a plus qu'à déterminer Xec pour connaître S'. Pour ça, on écrit la loi d'action des masses à l'équilibre. Ks égale Ag+, fois Cl- sur C standard au carré. On remplace Ag+, et Cl- par leur expression Xec et 0,1 plus Xec. Et donc, on a une expression qui permet ici de trouver S'. Alors, soit on écrit l'équation du second degré ici en développant et on détermine S' par le calcul. Mais pour simplifier ici les calculs, on peut aussi prévoir que S' sera très petit. En effet, on avait calculé S dans l'eau pure, on avait vu que c'était environ égal à 10-5. Donc on voit que S', comme on a prévu ici, qui sera plus petit que S, il sera forcément très petit. Donc on peut faire l'hypothèse que S' sera négligeable devant 0,1 afin de simplifier cette partie du calcul ici.
Si S' est négligeable, dans ce cas, on pourra tout simplement dire que Ks, c'est S' fois 0,1 en négligeant ici ce deuxième S' qui est dans la parenthèse. Autrement dit, S' sera égal à Ks sur 0,1 sera égal à 2,10,9 mol par litre. Notre hypothèse que S' était très petit devant 0,1 mol par litre est bien vérifiée. On voit finalement que calculer une solubilité apparente ou calculer une solubilité dans l'eau pure, ici dans le cas de l'effet d'ion commun, c'est exactement la même méthode. Simplement, il faut penser que en cas d'effet d'ion commun, à l'état initial, il y a déjà une partie des ions qui est présente. Le bilan à retenir tout de même, c'est que l'effet d'ion commun, de façon générale, diminue la solubilité d'un composé. Ça, je pense, c'est un résultat qu'il est bon de savoir, même si, évidemment, il faut le redémontrer à chaque fois. Grand 2.3, influence du pH ou d'autres réactions. Petit a, diagramme d'existence d'un hydroxyde amphotère de formule MOHX. On a vu précédemment qu'un ion métallique de type MX+, pouvait réagir avec les ions H- pour former le solide MOHX. En fait, ces solides MOHX, qui sont en quelque sorte la base conjuguée du métal MX+, ils peuvent à nouveau être dissous en réagissant avec des ions H- pour former un complexe qui cette fois aura la formule MOHX plus N, N-. Dans ces cas-là, MOHX est un acide en fait, puisqu'il réagit avec des ions H- pour former un complexe qui est sa base conjuguée. Autrement dit, on dit que ces hydroxydes métalliques sont amphotères, puisque lorsqu'ils se forment, ils sont la base conjuguée du cation métallique MX+, mais ensuite, quand ils réagissent à nouveau en tant qu'acide pour former leur base conjuguée, qui est le complexe chargé N-. Donnons un exemple concret. Si on prend une solution d'ion aluminium 3+, et qu'on ajoute progressivement de la soude, et donc des ions H-, alors à partir d'un certain pH, on va voir que le solide AlOH3 précipite, donc ça c'est un hydroxyde métallique, et si on continue d'ajouter des ions H-, on voit qu'ensuite ce solide se redissout en formant le complexe AlOH4-. Et ce type de comportement est en fait assez classique chez les ions métalliques. La plupart du temps, quand on a un ion métallique, on va former son hydroxyde, et si on continue d'ajouter des ions H-, cet hydroxyde peut être redissous en formant un complexe anionique. Du coup, quand on va tracer le diagramme d'existence du solide AlOH3 en fonction du pH, pour une certaine concentration de tracé, comme par exemple ici 10-2 mol par litre en ion aluminium, eh bien il va y avoir cette fois deux frontières. La première frontière, ce sera la frontière d'apparition du solide AlOH3, mais il y aura aussi une deuxième frontière qui sera la frontière de sa disparition quand il se transforme en AlOH4-. Pour vous entraîner, pour vérifier que vous avez bien compris ça, essayez de tracer le diagramme d'existence du solide AlOH3 en faisant intervenir donc les trois domaines, le domaine de Al3+, de AlOH3 et de AlOH4-, en les positionnant bien sur l'axe de pH, essayez de bien raisonner pour savoir quelle est la forme qui va être majoritaire à pH acide, à pH intermédiaire et à pH basique. Et puis ensuite en calculant la valeur du pH pour chacune des frontières, et pour ça vous allez utiliser les constantes. Donc la constante ici on donne pKs pour AlOH3 qui vaut 32, et on donne la constante K standard de la réaction AlOH3 plus H- donne AlOH4- qui vaut 10 puissance 2. À l'aide de ces constantes et de la convention de tracé, normalement vous devriez pouvoir calculer la valeur de ces deux frontières. Faites-le pour vous entraîner et pour bien maîtriser ces notions-là. Je donne la solution dans la vidéo suivante.